Les murmures du phare. Bonsoir et bienvenue dans la saison 2 des Murmures du Phare. Je suis tellement content de vous retrouver ici, dans le Phare. Joyeux Halloween 2025 au passage. Merci pour vos écoutes et pour tous vos retours, vos mails, vos commentaires, vos likes. Je ne pensais pas qu'on aurait autant d'auditeurs dès la première saison. Là, toutes plateformes confondues, vous devez être plusieurs milliers, donc ça me réchauffe le cœur. Je suis moins seul cette saison, vous allez voir, il y a plein de collaborations, je ne vais pas être le seul à écrire des histoires. Et il y aura d'autres changements. On passe au niveau supérieur sur le son, donc écoutez au casque, il y a des ambiances en binaural, des musiques originales comme pour la saison 1, mais en mieux, et même des effets sonores qui sont réalisés dans le phare, et j'en parlerai dans une rubrique spéciale. Alors au programme cette nuit, une histoire originale horrifique, La Croix de Mosaï. C'est moi qui l'ai écrite celle-là, et ce sera la seule pour cette saison. Toutes les autres, ce seront donc des collaborations. Ensuite, nouvelle rubrique qui va devenir récurrente sur le cinéma d'horreur. Je vous parlerai du film Häxan, la sorcellerie à travers les âges. Et pour continuer, nous aurons un invité au phare, Vinny, qui nous parlera de sa vie spirituelle. Pour finir, l'habituel horoscope des enfers. C'est déjà l'heure. Êtes-vous d'attaque pour l'histoire ? Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et laissez-vous porter par cet effroyable récit. La Croix de Mosaï. Tess était vautrée dans son fauteuil, au milieu de la salle d'attente de la gendarmerie. Ses yeux bleus qui contrastaient avec ses cheveux teints en noir et plus globalement son style gothique, fixaient les rangers du flic en face d'elle qui prenait sa pause déjeuner. Elle regarda ensuite les siennes de rangers. Elle ne les avait jamais cirées, les lacets étaient trop usés pour se fermer encore. Elle se demanda si ses chaussures et leur état inspiraient plutôt la sympathie ou tout l'inverse à l'intérieur de ces murs. Un jeune homme en uniforme se présenta et la conduisit jusqu'au bureau dans lequel attendait un homme d'environ 35 ans avec une tête de flic. « Bonjour, installez-vous, je vous en prie. »« Bonjour, merci. Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. » Alors, Tess Ribot, R-I-B-O-T. C'est noté, je suis l'adjudant-chef Théron, dites-moi ce qui vous amène. Eh bien, c'est un peu... Comment dire ? Je suis tatoueuse, j'ai un salon en ville, rue Bouvry, et il y a plusieurs mois, j'ai reçu une cliente un peu étrange. Ça va bientôt faire 10 ans que je tatoue. Je sais qu'il n'y a pas de profil type, et de nos jours, tout le monde se fait tatouer, c'est rentré dans les mœurs, mais là, vraiment, c'était bizarre. Une vieille donc, du genre cheveux en poil de caniche, fringuée comme une bourgeoise, elle sentait fort le parfum qui coûte cher. Elle me dit juste « je viens pour un tatouage », comme si elle avait rendez-vous pour faire des analyses médicales. Elle attrape un stylo et un calepin qui traînaient, et elle commence à dessiner 3 traits qui se touchent. Elle me dit « je veux ça, là », en montrant sa clavicule. Ah oui, une chose que j'avais remarqué, elle me regardait jamais dans les yeux. Bon, le dessin était moche, mais ça, pour être honnête, j'ai l'habitude. Les clients ont pour l'immense majorité des goûts de merde, et si je m'arrêtais à ça, je pourrais pas bouffer. Je vais être franche, hein. Je tatoue ce qu'on me demande, et je pose pas de questions. On m'a donné un don, ma main, elle tremble jamais, mais les gens viennent pour ça. Tout le monde est content. Mais là, j'étais curieuse quand même. L'équivalent de la reine d'Angleterre qui vient dans mon salon, c'est pas tous les jours, alors... Pendant que je nettoyais sa peau et que je préparais l'aiguille, j'ai essayé d'en savoir plus. Je lui ai demandé « Ça vient d'où ce dessin, madame ?» Et toujours sans me regarder dans les yeux, elle m'a dit « Ça m'est venu comme ça, sur un coup de tête. » Là-dessus, Claude, qui était dans un coin du salon, il m'a regardé de travers du genre « Elle perd la boule. » Ah oui, je vous ai pas dit, Claude était là.
C'est un client, enfin un ami, un mec un peu destroy qui passe sa vie avec moi au salon et qui doit avoir le même âge que la vieille d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il devait être bourré de compassion, vous me direz. Bon, toujours est-il que il me regarde comme si j'abusais de la situation. Mais le tatouage était tellement petit que je l'avais déjà terminé. Et la vieille avait pas bronché. C'est comme si elle avait rien senti. Et là d'un coup, elle s'est levée et elle a cavalé vers la porte. Et non seulement elle me regardait pas, mais là elle m'adressait même plus la parole carrément. Et c'était comme si elle était ailleurs. On a dû la guider avec Claude pour qu'elle mette un petit coup de carte bleue sur le terminal parce que sinon elle partait sans payer. Oui, cette affaire est vraiment saisissante, Madame Ribaud. Je vais mettre mes meilleurs hommes sur le coup, vraiment. Attendez la suite, attendez. Là-dessus, elle s'en va. Et les semaines passent. Je tatoue, un papillon dans le bas du dos, un petit cœur par-ci, des initiales par-là, mais bref. Un gamin de 16 ans débarque au salon, sans prévenir, avec sa mère. Du genre timide le gamin. Enfin, c'est ce que je pensais, parce qu'il me regardait pas dans les yeux, comme la vieille. Pareil, j'ai l'occasion de le prendre au pied levé, il me dessine 3 traits qui se touchent, comme la vieille. Là, j'hallucine. C'était pas exactement la même orientation, mais c'était la même forme. Alors, je lui demande d'où ça lui vient, il me dit qu'il sait pas. Que ça lui est venu comme ça sur un coup de tête, comme la vieille. Donc là, moi je me dis qu'ils doivent avoir le même algorithme ou un truc comme ça. Claude Castiboncoeur, il intervient, il dit à la mère « Vous êtes sûr qu'il va pas regretter, il est un peu jeune quand même et tout le tintouin. » Bon, il a pas tort, mais on est dans un pays libre, les gens font ce qu'ils veulent. Et surtout des tatouages moches, en l'occurrence. Et le petit voulait faire ça derrière son mollet. Pareil, il a pas bronché, comme la vieille. Il regardait dans un coin de la pièce fixement, et quand j'ai eu fini, pendant que sa mère payait, il est sorti du salon. Vraiment, cette histoire est fascinante, Madame Ribaud, mais je vous jure que j'ai beaucoup de travail avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que vous regardez les infos, je suppose. Oui, et justement, vous allez comprendre, c'est pour ça que je suis venu. Ça nous amène à la journée d'hier. Et je sais pas encore, c'est dur à croire. Mais je vous écoute, Madame Ribaud, je vous écoute. Eh ben, hier matin, j'ai ouvert le salon, comme d'habitude, je prépare tout. J'avais des rendez-vous un peu plus tard, je lance la musique, je fais ma petite vie, quoi. Et là, Claude débarque, à l'heure habituelle, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Il me regarde pas dans les yeux. Puis là, c'est tout pareil que pour les autres. Il dit qu'il vient pour un tatouage, il dessine 3 traits sur une feuille, et ça m'est venu comme ça, sur un coup de tête, et moi, je reste comme une idiote. Oui, votre ami vous a fait une blague. C'est ce que j'ai cru au début, alors je me suis dit, on va voir qui se moque de qui, et donc j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai préparé le matériel, je l'ai installé, il voulait le faire sur son épaule droite, un petit endroit où il y avait de la place entre tous ses autres tatouages. Faut dire que Claude, il a vraiment bon goût en matière de tatou, et j'entends parler depuis des années de son épaule, qu'il réserve à un projet pour la naissance de son petit-fils, et c'était vraiment important pour lui. Et je me suis dit, il va s'arrêter avant moi. Il va me dire que c'était une blague. Mais non, il a rien dit, et j'ai tatoué les traits, et puis il est parti. Ça fait bien longtemps que j'ai pas passé une journée au salon sans lui. Alors j'étais toute bizarre, et je suis rentré le soir et j'ai sorti mon carnet. C'est un rituel chez moi, le soir je dessine grossièrement dans un carnet tout ce que j'ai laissé partir sur la peau des gens pour garder une trace, vous voyez. Et vraiment j'avais pas le cœur à dessiner ce que j'avais fait à Claude, et puis j'ai eu un flash. Les 3 tatouages avec des traits qui se touchent, ils se superposent. Attendez. Vous voyez ? J'ai cherché tout de suite sur internet et j'ai trouvé ce que c'est. C'est une croix de mosaïque. On trouve ça sur des sites consacrés à la magie noire et à ce genre de trucs. Bon, voilà, affaire réglée, c'est de la magie noire. Madame Ribaud, je vais vous demander de me laisser travailler maintenant. Attendez, tatouer, c'est faire tout plein de petits points qui tous ensemble forment une image sur la peau. Et c'est un peu comme une enquête, non ? Plein d'éléments qui mènent à la vérité. Madame Ribaud, et les dates correspondent. Ma patience a des limites et je vais vous demander de sortir de mon bureau. Les dates correspondent. Quelle date ?
Les 3 fois où j'ai tatoué une branche de la croix de Mosaï, le soir même, ils annonçaient un meurtre à la télévision. Et j'avais pas fait le lien parce que je regarde pas la télé, mais cette nuit, je m'en suis rendu compte. Et j'ai tout vérifié, les dates correspondent. 8 septembre, 25 septembre et hier. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir, donc désolé, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Oui, peut-être. Mais les profils que vous décrivez ne correspondent pas du tout aux victimes, vous en avez conscience. Je sais, c'est pas ma théorie. Ok. Vous savez quoi sur cette affaire? Ce que j'ai pu en lire, que des femmes plutôt pauvres, toutes tuées en pleine journée, dans leur activité quotidienne, toujours dans des lieux publics pas très fréquentés. D'ailleurs, est-ce que vous avez des pistes? On cherche encore les armes. Enfin, je veux dire, l'arme du crime. Vous avez dit les armes. Oui, et j'aimerais que vous le gardiez pour vous. Ils sont plusieurs, c'est ça? Vous n'avez rien dit à la presse, mais ils sont plusieurs. J'en étais sûr. Et quoi alors? Vous pensez que c'est un rituel de magie? Bah non. Non, plutôt un genre d'organisation secrète. Oui, bien sûr, avec des vieilles dames, des adolescents et des alcooliques. Claude n'est pas alcoolique. Écoutez, on patine un peu. Et je vous demanderai de ne pas parler des détails de l'enquête autour de vous, compris? Il faudrait mieux qu'on essaie de garder une longueur d'avance. Compris. Est-ce que vous pouvez me donner l'identité des 3 clients? Pas vraiment, à part Claude. C'est Claude Hamel. H-A-M-E-L. Ok. Ce qui me fait peur, c'est qu'une croix de mosaïque, ça a 4 branches. Alors qu'est-ce que je fais si quelqu'un se présente au salon pour me demander ça? On n'a rien là. Aucune preuve. C'est troublant, j'admets. Bon, je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel, d'accord? Si besoin, vous n'hésitez pas à m'appeler. Tess continua sa vie, tant bien que mal. Claude laissait un vide au salon. Elle l'avait croisé en ville, mais n'avait pas osé aller à sa rencontre. Elle s'en voulait de lui avoir tatoué la branche de la croix de mosaïque, mais elle lui en voulait plus encore. Elle ne reconnaissait plus son ami. Pour chaque client qui entrait sans rendez-vous dans son local, Tess paniquait. Mais de semaine en semaine, petit à petit, la routine fit son œuvre. Jusqu'à ce qu'un homme entre dans le salon. Un colosse, crâne rasé, grosses chaussures, simple t-shirt noir malgré le froid hivernal. Ça fait quelques mois que je suis dans cette ville et je n'avais jamais remarqué votre salon. C'est un endroit discret, mais on me l'a recommandé. On m'a dit que vous aviez la main sûre. Il enleva ses lunettes de soleil, dévoilant un regard sombre et profond qui semblait détailler quelque chose derrière Tess. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avec un léger sourire, il lui tendit un petit papier sur lequel était dessinée la dernière branche de la croix de mosaïque. Tess attrapa le croquis et dut rassembler son courage pour rester impassible. Je la veux dans mon dos. Très bien, faisons ça. Installez-vous. L'homme retira son t-shirt, dévoilant une musculature impressionnante, presque trop développée. En passant derrière son dos, Tess fut prise d'un vertige. L'épiderme du type était recouvert d'une dizaine de croix de mosaïque. Il manquait une branche à l'une d'entre elles. Pendant qu'elle préparait son matériel, Tess attrapa son téléphone dans sa poche, priant pour que l'homme ne se retourne pas. Répertoire. Théron. Envoyé. SOS. Alors, on va commencer. J'ai tout, dit-elle en touchant frénétiquement son matériel antiseptique. Vous me dites si ça fait mal surtout. L'homme se contenta de grogner et tourna légèrement sa tête vers elle, sans jamais la regarder de ses yeux noirs. Elle devait jouer la montre pour attendre les gendarmes, mais ce tatouage était tellement simple, tellement petit. Durant l'ancrage du premier trait, elle pensa à la vieille femme aux cheveux de caniche, et c'était comme si la machine vibrait plus fort que d'ordinaire. Durant l'ancrage du deuxième trait, elle revit l'adolescent,
et cette fois sa main avait du mal à rester en place. Elle tremblait. Au moment d'ancrer le dernier trait, elle fit semblant de reprendre de l'encre, si bien qu'elle continua le tatouage à blanc. Elle était si proche de cet homme, si proche de sa peau. Elle entendait son souffle, voyait tout son dos bouger au rythme de ses respirations. Elle le sentait bien. Lui non plus n'était pas vraiment là. Même s'il était différent des 3 derniers, quelque chose dans sa vivacité était plus menaçant encore. Tess pouvait distinguer un bout de son profil. Elle crut voir un léger sourire. Est-ce qu'il savait qu'elle était en train de le tatouer sans encre? Ou bien était-il en train de savourer cet instant? Fini. Vous regardez sans cesse la porte. Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Tenez. L'homme lui tendit une liasse de billets qui aurait pu payer 10 fois son tatouage. Gardez la monnaie. Au revoir. Hop, salut. Dès que l'homme eut passé la porte, Tess sauta sur son téléphone portable. Théron, j'écoute. Le 4e, il vient de quitter la boutique. Merde, impossible de le retenir? Le retenir non, mais je peux le suivre. Mauvaise idée. Tess attrapa un manteau, ferma la porte de son salon en vitesse et prit l'homme en filature. C'est dangereux vraiment, attendez-moi où vous êtes, j'en ai pour 5 minutes. Hors de question qu'on le perde. Il tourne rue Ferraud à l'angle de la boutique du jouet en bois. Madame Ribaud, je vous ordonne de m'attendre. Mais je ne suis pas à vos ordres, adjudant-chef. Il est rue des Granges maintenant. Mais vous êtes loin de lui là, il peut vous voir, vous entendre? Je suis sûr de mon hypothèse, c'est toujours le même mode opératoire, il cherche sa victime. Tess, il a déjà trouvé sa victime. Il vous attire dans un endroit désert. Arrêtez-vous pour l'amour de Dieu. Tess s'arrêta à l'angle d'une ruelle. L'homme avait disparu. Ah, je l'ai perdu à l'angle Corneroche. Fait chier. Soudain, l'homme surgit de derrière une poubelle, la projetant contre le sol. Dans sa main, un couteau, son bras levé, prêt à s'abattre, et puis... rien. Il resta figé, le regard creux, totalement immobile pendant de longues secondes, tandis que Théron vociférait seul au téléphone et que Tess se redressait, sonnait, reculant sur ses mains pour s'écarter de l'homme statufié. Il fallut presque 1 minute pour que la voix téléphonique grésillante du gendarme rejoigne le monde réel, accompagnée des bruits de sa course et bientôt d'une détonation. L'homme fut tué sur le coup. Il fallut plusieurs semaines à Tess pour intégrer ce qui s'était passé, plusieurs mois pour accepter les tremblements qui agitaient son bras chaque fois qu'elle s'approchait du salon. Elle avait pris du recul pour contempler l'image, pour assembler les points, pour essayer de comprendre ce qu'elle avait fait de sa main sûre. Qu'avait-elle glissé sous la peau d'inconnu sans même y prêter attention? Quel maléfice avait-elle permis, déclenché même? Elle se sentait responsable. Elle devait se rendre à l'évidence. Le talent qu'on lui avait donné était l'outil d'un mal insidieux, très puissant. Et maintenant qu'elle était gagnée par la culpabilité, qu'elle refusait de servir aveuglément, alors ce talent, elle n'en avait plus besoin. Sa main tremblerait à jamais. Maintenant, laissez-moi vous parler du film Axen, la sorcellerie à travers les âges, réalisé par Benjamin Christensen en 1922. Axen, la sorcellerie à travers les âges. Donc c'est un film muet, sorti en 1922. Et oui, il y a plus d'un siècle, les amis, un film danois,
Mais ne fuyez pas, je vous en supplie, je sais à quel point ça peut paraître élitiste, noir et blanc, muet, danois, ça fait beaucoup. Mais franchement, attendez. C'est un film d'horreur, documentaire. Ah, est-ce que j'ai un peu retenu votre attention ? Ce film est assez connu parce que c'est un peu un ovni. Sa production a été très longue et très coûteuse. C'est le record du film muet scandinave le plus coûteux. Merci Wikipédia. Et pour cause, beaucoup de détails, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'ambition visuelle, un tournage très long. La lumière et l'image sont magnifiques. Ce film, pour moi, c'est un coup de cœur. Parce que j'aime le cinéma de genre, j'aime le cinéma documentaire et tout le spectre qui peut exister entre ces deux mondes. Et ce podcast, d'ailleurs, illustre bien ça. J'essaie de mélanger le fantastique et les récits personnels. Donc on est un peu dans ce truc-là, brouiller les frontières entre la fiction et la réalité. Avant toute chose, je veux vous dire que ce film est disponible gratuitement sur Internet. Et c'est très facile de le trouver. En fait, je pense que les droits sont tombés dans le domaine public. Et moi, j'aimerais vous proposer une expérience unique. Couper le son du film. De toute façon, c'est pas le son que les spectateurs ont entendu à l'époque, parce que la bande sonore change complètement en fonction des éditions du film. C'est un peu des réinterprétations. Et moi, je vous propose de chercher sur votre plateforme d'écoute favorite la bande originale du film Anémone, composé par Bobby Crick. Alors je suis pas exactement sûr que ça se prononce comme ça son nom de famille parce que c'est K-R-L-I-C. Mais ce compositeur, on le connaît parce qu'il a fait Midsommar par exemple. Et vous allez voir, avec cette musique plus contemporaine, disons, tout d'un coup le film retrouve toute son ampleur. Et vous serez plus en train de regarder un vieux machin comme avec les musiques qu'on entend sur YouTube. Vous faites juste tourner l'album en boucle et vous lancez le film. Vous vous laissez porter par cette narration étrange et ça vaut vraiment le coup. Il y a plusieurs chapitres dans ce film. Je vais rien divulgacher réellement, ne vous laissez pas refroidir par le premier chapitre qui dure environ 13 minutes et qui commence comme une conférence filmée. Donc on voit des illustrations de livres, des maquettes. C'est un peu comme regarder un C'est pas sorcier, sauf que là, justement, c'est de la sorcellerie. On aperçoit d'ailleurs le démon Pazuzu qu'on retrouvera ensuite dans L'Exorciste. Et voilà. Bon, ça contextualise d'une façon qui se veut documentaire l'origine des superstitions. Bon, vous allez voir que c'est souvent du flan et que le ton est assez hautain, je dirais. Comme manière d'aborder tous ces sujets avec la hauteur de la science. Et science, bon, faut le dire vite quand même. Ça fait partie de la forme spécifique de ce film. Ça s'approche du documentaire scientifique pour mieux nous terroriser finalement. Et pendant tout le film, on a accès à plein de détails atroces et croustillants qui sont souvent totalement gratuits. Dès le deuxième chapitre, c'est bon, ça part, on a des scènes narratives avec des super acteurs, des effets spéciaux très créatifs pour l'époque, des ambiances que je trouve folles. Mention spéciale évidemment, la séquence où le diable apparaît sur le pupitre d'un prêtre, c'est culte, cette image-là on la retrouve beaucoup sur internet, l'image de ce diable, et je trouve que ça a très très bien vieilli. Mais il faut imaginer les spectateurs de l'époque, ce qu'ils ont pu ressentir en voyant ça. C'était 1922 et ça devait être fou. Surtout que le film prétend balayer toutes les époques jusqu'au moment de la sortie dans les années 20 et tient un discours sur l'héritage de la sorcellerie et qui fait des parallèles directs entre les exécutions des sorcières au Moyen-Âge et la façon dont on traite certaines femmes au moment de la sortie du film, notamment celles qui sont concernées par les maladies mentales. J'ai été assez surpris de constater que la vision du réalisateur se rangeait souvent du côté des sorcières et des femmes. Juste pour vous donner envie, je vais vous décrire la première séquence filmée narrative qui arrive vers 13 minutes 30. Après, vous pouvez y aller, on ne revient pas au côté illustration de livres et c'est pas sorcier. Alors, le panneau indique « Nous allons maintenant emprunter les souterrains de la sorcellerie en l'an de grâce 1488. L'image s'ouvre sur une vieille femme qui touille son chaudron du bout de sa baguette. Le décor est magnifique, très détaillé
et semble éclairé seulement par les flammes de l'âtre. On remarque des tonneaux, des squelettes d'animaux. 2 personnages encapuchonnés entrent avec des fagots de brindilles. Ce sont des sorcières aussi. L'une pose son fagot et l'autre dit « Cette nuit, les étoiles illuminent favorablement la colline des pendus ». Elle tend quelque chose qu'on ne distingue pas à sa collègue, qui ensuite jette cette chose dans la potion. Puis aide les autres à décharger leur récolte. Une des sorcières fouille dans un fagot et on y découvre alors un crâne et une main en décomposition. Ce sont des restes. Elle arrache un doigt à la main, sans la main et un mouvement de recul. Quel dommage! Le corps du voleur avait été pendu trop bas sur la potence. Elle va jusqu'à des tonneaux, enlève un bouchon, noue une cordelette autour du doigt coupé et, le faisant pendre, le plonge dans le contenant. Elle rebouche le tonneau et ces scènes de la vie quotidienne vont continuer de plus en plus bizarrement, avec des détails de plus en plus troublants. Et si vous avez réussi à vous mettre dans le bon état, croyez-moi, vous allez vivre une expérience que vous n'oublierez pas. Il est temps maintenant de passer à notre invité. Déjà, je dois vous prévenir que Petit Fantôme, fort d'avoir pris la vedette sur la potion de choses, a insisté pour enregistrer lui-même le jingle de la rubrique des invités, donc je vous demanderai la plus grande bienveillance. Merci. Invité, c'est un invité de brise dans le phare. Ce soir, on reçoit Vinny dans le phare. Salut Vinny, ça va? Bonsoir, oui ça va, merci, super. Je suis content d'être là. Faut savoir que Vinny, je l'ai rencontré dans des circonstances très particulières parce que l'histoire que vous venez d'entendre, la croix de Mosaï, moi j'y connais rien en tatouage, j'ai même pas de tatouage et donc pour éviter de dire des grosses bêtises, je suis allé dans un salon dans la ville dans laquelle j'ai écrit cette histoire, qui est Montélimar, pour me documenter un petit peu et c'est là que j'ai rencontré Vinny. Et dans nos emplois du temps assez chargés, il s'est trouvé que à l'heure de mon rendez-vous qui a été annulé parce que je me suis fait planter, ça s'est goupillé de manière à ce que je puisse te recevoir. Et c'est trop chouette. Merci encore, franchement, c'est génial. Et puis, est-ce qu'on y voit déjà un signe, un premier signe? Comme je m'intéresse à tout ce qui est comme spirituel, j'écoute beaucoup les signes et je pense qu'il n'y a jamais de hasard. C'est vrai? C'est une réalité, oui. Parce que faut savoir que donc je pose toutes mes questions très techniques à Vinny, donc sur le temps que ça prend de faire un tatouage, tout le matériel, juste pour savoir si c'est cohérent ce que je raconte. Là-dessus, je m'en vais, je sais pas, j'ai dû rester une demi-heure, quelque chose comme ça. Tu m'as demandé d'envoyer le lien du podcast, donc je te l'envoie et tu me réponds immédiatement. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. Et là, tu m'as beaucoup intrigué, je dois dire, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité au phare. C'est pour que tu puisses m'en dire plus. En fait, quand tu m'as dit que dans ton histoire, il y avait des personnes qui se faisaient tatouer dans des intentions précises, ça me rappelle certaines choses qui régissent un peu ma vie et auxquelles je fais confiance. Donc c'est les signes, on parle aussi des intentions. Pour moi, la vie est régie par les intentions. Donc c'est ce qu'on peut appeler les lois karmiques, la loi de l'attraction. Dans la vie, quand on est dans une situation où il nous arrive beaucoup de choses mauvaises, des fois on va broyer du noir et sombrer dedans. Donc en fait, on va attirer que des mauvaises choses de par les énergies qu'on dégage. Quand on a un taux vibratoire qui est bas, on ne peut pas attirer des choses qui vont nous faire vibrer de manière plus haute. Comme quand on est heureux et qu'on dégage que du bonheur, on va attirer évidemment que du bonheur et des bonnes choses. En fait, dans le tatouage, c'est un moment où on est dans un moment quand même intime avec la personne qui nous tatoue. Notre peau va être ouverte, donc tout dépend des croyances de chacun. Mais pour moi, quand notre peau est ouverte, c'est un portail qui s'ouvre aux mauvaises ou aux bonnes énergies. Donc il y a des tatouages qui ont des symboles forts. Par exemple, quelqu'un qui va se faire tatouer une croix chrétienne, c'est pas anodin et c'est une démarche qui
qui peut être puissante pour la personne, parce que c'est un signe qui est important. Donc si la personne se le fait tatouer en conscience, qui vit le moment présent et qui pense à toutes les bonnes choses que peut lui apporter ce tatouage, et que le tatoueur en échange fait ce tatouage dans de bonnes intentions, qui pense à peut-être faire une prière ou toute autre chose qui peut être bonne, et ben ce tatouage va vraiment donner un pouvoir, et une fois la peau refermée, ancrer et sceller des intentions qui vont être bonnes pour toute la vie de la personne. Déjà, je voulais te demander, toi, t'es croyant? Tu crois en Dieu ou en quelque chose? En fait, j'ai cru en Dieu, j'ai cru en beaucoup de choses, et en étudiant un petit peu toutes les religions, beaucoup de philosophie, beaucoup de textes sacrés, en fait, je crois en l'univers et aux règles générales comme la loi de l'attraction, comme les lois karmiques, beaucoup de choses en fait. Je pense que tout est lié et interconnecté. Et alors, du coup, toi, dans ta pratique de tatoueur, déjà, je voulais te demander depuis combien de temps tu pratiques, mais aussi te poser la question de la responsabilité, parce qu'avec ce que tu me décris là, c'est une grande responsabilité de tatouer quelqu'un. Moi, je tatoue depuis environ 12 ans. J'ai commencé à tatouer quand j'étais au lycée. J'ai fait mon premier tatouage comme tout le monde et en fait, j'ai adoré l'ambiance du salon de tatouage, l'attitude de la personne qui m'a tatoué. Et c'est là où j'ai commencé à tatouer dans la foulée en fait. Et je trouvais déjà très fort la démarche d'aller voir quelqu'un et pour le tatoueur aussi, de recevoir quelqu'un qui aime tellement ton dessin, qui veut se l'ancrer dans la peau. Je trouvais ça déjà très très fort comme démarche. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu commencer à tatouer. Et oui, c'est quand même une grosse responsabilité parce que en plus d'ancrer un dessin, moi j'essaie de le faire d'une manière à ce que ça impacte la vie de la personne d'une bonne manière. Et c'est cette responsabilité-là que j'assume en plus et que je veux vraiment instaurer dans mon travail de tous les jours. Comment est-ce que ça s'incarne au quotidien? Ça veut dire que tu es très regardant sur les projets, qu'il y a des choses que tu fais pas, ou bien juste que tu prends tous les projets, mais que tu essaies toi-même de te mettre dans une posture extrêmement positive au moment de l'acte du tatouage? Je parle de cette démarche-là pour tous les projets qui ont une forte signification pour les personnes. Et donc à partir du moment où les gens font tel ou tel motif pour avancer dans leur vie, et ben je vais m'efforcer de leur rendre ce service au-delà de leur graver un motif. Je tatoue tout type de projet, mais je rappelle toujours aux gens que c'est quand même quelque chose de sacré, un tatouage, à mon sens. C'est mon opinion, on la partage pas tous en tant que pratiquant, mais pour moi c'est quelque chose de très important. Et si un tatouage inspire quelque chose de vraiment trop mauvais ou est fait pour des mauvaises intentions, je vais peut-être le refuser. Parce que je vais l'ancrer à la personne, mais moi en échange je vais partager un moment très intime avec cette personne et je veux pas forcément que ça m'impacte non plus. Et là, tu as des exemples en tête? C'est déjà arrivé ou c'est théorique? Des gens qui veulent des tatouages avec des mauvaises intentions? Je comprends pas exactement à quoi ça peut correspondre dans le réel. Alors ça peut être des symboles de haine, par exemple des symboles comme certaines personnes se font encore beaucoup, mais c'est juste que les tatoueurs n'en parlent pas. Des symboles peut-être nazis, des symboles qui appartiennent à certaines cultures qui cultivent la haine en fait, ou des symboles sataniques. Ça me paraît compliqué de tatouer ça parce que c'est vraiment chargé en mauvaises intentions et la base est vraiment mauvaise dès le départ. Ah ouais, et alors, parce qu'il y en a pas qui... Je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui sont un petit peu d'une culture gothique et qui aiment l'esthétique du satanisme, mais sans forcément partager une philosophie plus profonde. Si ça peut être dans un but esthétique, mais on va toujours arriver à habiller le tatouage d'une manière que ce soit pas un symbole vraiment... que ce soit pas ce symbole impactant qui soit mis en avant. Parce que je suis d'accord qu'on peut se faire tatouer des motifs d'enfer, mais on peut se faire tatouer par exemple des démons, mais ça peut être pour une autre démarche, ça peut être pour se l'ancrer, pour mieux lutter contre, il peut y avoir beaucoup de démarches, mais en général ces personnes-là, elles m'expliquent leur démarche quand elles veulent un tel tatouage. Tu t'es vraiment retrouvé face à des gens qui voulaient premier degré ce tatouage-là parce que ça correspondait à leurs valeurs ou des choses comme ça, et là t'as dit non?
Ça reste très rare, mais ça peut arriver. Heureusement, c'est rare. Et dans ces cas-là, toi, tu fais quoi? T'inventes une excuse ou bien tu leur dis les vraies raisons et Quand c'est un tatouage, pour refuser, j'entends. quand c'est un tatouage qui correspond pas du tout à ma façon de voir les choses ou que je sens pas du tout, pour éviter, on peut mettre un rendez-vous beaucoup plus loin ou dire un prix qui est pas en raccord avec ce qu'on propose d'habitude, Ouais. pour refuser poliment, parce que le but c'est pas non plus de contrarier les personnes. Ouais, je comprends. Tu m'as l'air d'avoir une vie spirituelle assez chargée, c'est ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que dans ta pratique de tatoueur ou non, tu as vécu des choses qui t'ont semblé être paranormales, pour le dire vite, quoi? En fait, je pense qu'on est constamment attaqué par le mal. Parce que le mal, il peut être charmant, il peut attirer, ça peut être des choses vraiment qui nous semblent futiles, mais c'est là-dedans que le mal se complaît. En fait, je pense que tous les jours, c'est une bataille de la lumière contre l'ombre. En fait, je pense qu'on peut pas être gris. Il n'y a pas d'entre-deux. On est soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Mais l'ombre veut toujours essayer de nous attirer parce que c'est toujours, par exemple, les personnes qui vont faire des jeux d'argent, aller dans la tentation. C'est ça que le mal veut qu'on fasse, en fait. Et c'est des choses qui sont faciles à faire, alors que tandis que rester dans la lumière, briser son ego, ne pas être touché par des choses futiles, rester dans la raison constamment, ça c'est un combat qui est beaucoup plus difficile, mais qui porte ses fruits sur le long terme. Et c'est ça qui nous fait rayonner. Et quand je parle de la loi de l'attraction, c'est que plus on va s'efforcer de dégager toutes ces choses-là, plus on va être attiré par ces choses-là et on va rester dans une sphère bienveillante. Alors c'est des valeurs qui sont finalement assez catholiques. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas forcément catho. C'est ce qui se retrouve un petit peu dans toutes les religions et même sans parler de religion, c'est quelque chose qui, quand on l'applique dans une vie même de personnes athées, peut impacter notre vie de manière très positive en fait. Et ça, t'en ressens les effets, toi? Oui, complètement. C'est des façons de se sentir en harmonie avec tout le monde et heureux en fait. Moi, je suis assez étonné de voir toute la dimension spirituelle qu'il peut y avoir derrière ton métier. Alors que tu m'as dit que tout le monde ne partage pas, tous les tatoueurs ne partagent pas, mais quand même, je trouve que c'est assez... c'est un sacré hasard qu'on se soit rencontrés et que tu puisses me dire tout ça. En fait, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas un hasard, puisque Moi, je suis un peu... moi, je suis pragmatique, moi. Je suis cartésien. Et pourtant, dans ton histoire, tu parles de tatouages faits avec des mauvaises intentions. Ouais. Et comme je t'ai dit, on n'est pas tous à partager mon avis. Moi, j'ai l'impression d'être un illuminé. Mais tu vois, au final, on peut en parler. Bah ouais, carrément. Et puis, moi, même si j'ai tendance à expliquer la vie, on va dire, les choses de la vie d'une manière très cartésienne, finalement, juste tout le reste, toute ma vie spirituelle, je la mets ailleurs. C'est-à-dire que, tu vois, toi, elle s'incarne dans ton métier et tu la situes aussi dans la vie. Et moi, je vais avoir tendance à plutôt la situer dans les histoires que je fais et même d'autres choses. Évidemment, je peux pas être cartésien sur tout. Je suis soumis, comme n'importe qui, à tout un tas de systèmes de croyances parce que je ne comprends pas le monde, en fait. Donc, je trouve ça quand même très intéressant et très beau, quoi. Parce que du coup, t'es un personnage vu de l'extérieur très atypique, je trouve. Pour décrire Vinny, alors c'est un grand type, plutôt baraqué, je dois dire, avec... Non, t'es pas trop percé. Non. Non, hein. T'as juste boucle d'oreille en or et tout, mais les bras complètement ancrés, le cou, le visage aussi, sur le nez. T'en as partout, quoi. Oui, partout. T'es assez impressionnant. Je m'attendais pas, tu vois, moi, j'avais un peu des clichés et tout sur les tatoueurs. Je pensais que tu serais plutôt dans un délire à défendre aussi une certaine forme du satanisme et tout ça, parce que j'en connais des défenseurs du satanisme dans sa philosophie la plus profonde. À la base, le tatouage, c'est pas si vieux que ça en France. Et ça appartenait beaucoup au mouvement biker. Donc biker, déjà le plus grand groupe qui est connu de biker, Hells Angels, les anges de l'enfer. Donc évidemment, si tu parles de satanisme, si tu regardes la base,
Ça part de ça. Après, c'est pas le seul groupe, hein, évidemment, parce que je sais qu'ils se battent un peu tous encore certains intérêts là-dedans. Beaucoup d'anciens tatoueurs sont des anciens skinheads. Donc t'as raison en fait dans ton raisonnement. Le cliché du tatoueur, si on regarde 20 ans en arrière, c'était quand même ce monde-là. Et ça a changé. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle vague. Puis il y a tout type de personnes qui sont tatouées, comme il y a maintenant tout type de tatoueurs. Il y a des mamies qui sont tatouées, il y a des... C'est vrai, moi ma personne que je tatoue la plus âgée, elle a quand même 80 ans, elle a fait son premier tatouage avec moi. Et au final, elle est venue se faire tatouer quasiment tous les mois pendant 1 an. Wow. Elle a trouvé un sens à ancrer quelque chose dans sa peau et ça lui faisait du bien. Incroyable. Alors dans le podcast Les Murmures du Phare, traditionnellement, on s'intéresse beaucoup aux rêves et aux cauchemars, plus précisément, des invités. Est-ce que tu as des cauchemars à me raconter ? Je pense que les cauchemars sont en fait des choses qu'on vit réellement. C'est des choses qu'on vit mais sur d'autres plans, d'autres dimensions. Parce que pour moi, la nuit, notre âme, elle se balade en quelque sorte et on vit des choses dans d'autres dimensions. Donc ce qu'on appelle des cauchemars, c'est juste ce qu'on vit sur un autre plan. Et oui, ça arrive que je tombe dans des plans où j'ai pas à être. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle des cauchemars, mais pour moi, ça nous impacte réellement. Tu veux pas me raconter tes cauchemars ? J'ai pas de cauchemars à raconter précisément. C'est vrai ? En parler, j'ai pas vraiment l'habitude, c'est pour ça que je suis très éparpillé. Non, mais moi j'arrive à suivre. Et c'est vrai que depuis que je m'intéresse à tout ça, et ça ne m'est plus jamais arrivé, mais depuis que je suis petit, je faisais beaucoup de terreurs nocturnes et de ce qu'on appelle les paralysies du sommeil, donc j'avais beaucoup de visites la nuit. Et alors ça, parce que moi aussi j'en fais, des paralysies du sommeil, même encore aujourd'hui, pour toi, c'est un espèce de glitch entre différentes réalités, différents plans, mais c'est réel. Exactement, c'est réel. C'est l'enfer. Alors, je vais plus jamais dormir de ma vie. Mais ça veut dire que pour toi, on n'est pas vraiment seul, même quand on est seul. Enfin, qu'est-ce que... Tu crois aux esprits, par exemple ? En fait, des esprits, c'est juste d'autres âmes qui viennent d'autres plans. Comme tout est interconnecté, en fait, non, on n'est jamais seul. Jamais, à aucun moment. Et comme je t'ai expliqué, j'ai arrêté de faire des terreurs nocturnes parce que j'ai commencé à vibrer plus haut que ces démons, entre guillemets. Mais eux vont toujours essayer de nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Après une contrariété ou une dispute, ton corps va produire je sais pas comment on appelle ça, une hormone ou une substance tellement forte que ça va affecter ton système immunitaire pendant 5 heures. Donc ça veut dire qu'après une contrariété, pendant 5 heures, ton système immunitaire est très faible. Et donc en fait, tu peux attraper des virus beaucoup plus facilement que si tu allais bien. Et c'est dans ces moments de faiblesse, de contrariété ou de maladie que le mal va essayer de revenir te chercher. Donc par exemple, cette nuit, j'ai été bien malade il y a quelques jours. Avec ma copine, on a entendu gratter dans la salle de bain. Donc en fait, on a un portant accroché au mur où il y a plusieurs bijoux, des bracelets et tout ça. Et on entendait quelqu'un qui fouillait dedans. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc en fait, dans notre chambre, on a la salle de bain qui est collée. Et donc en fait, j'ai une vue directement sur la salle de bain. Sauf que dans la salle de bain, je vois bien qu'il n'y a personne. Et en fait, on entend ces bijoux bouger, tout ça. Donc j'allume, évidemment, il n'y a personne. Donc on se couche. Et j'y prête pas attention. Mais ta copine aussi entendait ? Oui. Et en fait, je n'y prête pas attention. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est attirer notre attention pour s'immiscer dans la peur. Puisque la peur, c'est un état qui est négatif et qui nous affecte. Donc c'est là-dedans qu'ils vont s'affecter. Parce que du coup, on sera moins puissant, on sera moins dans la lumière. Donc en fait, c'est là-dedans que les mauvais esprits vont s'immiscer. Donc je me rendors, on se rendort. Et là, le bracelet qui était en train d'être gratté, il s'éclate par terre. Quoi ? Voilà, donc évidemment, on allume les lumières, tout ça. Je n'ai plus le nom des pierres, mais c'est des pierres qui, quand elles sont chargées en mauvaise énergie, elles explosent. Elles se brisent et il faut qu'elles tombent. Et donc en fait, je pense que c'était une nuit où le mal rôdait. Donc évidemment, ça met un coup de pression, on fouille la maison, on regarde ce qui se passe, on trouve rien.
Et donc évidemment, je continue cette façon de voir les choses qui est de ne pas y prêter attention. Donc on se rendort, mais finalement le mal était bien présent. Et on entendait parler dans le jardin. Et faut savoir que la nuit, on dort, on aime bien les bruits blancs. Donc des fois, on dort avec le bruit de la pluie. Donc on se réveille, on entend tous les deux parler, une voix de féminine, petite fille peut-être. Et donc j'éteins le bruit de la pluie, on se concentre 2 minutes. Et on entend vraiment parler collé à la porte du jardin, qui est la porte qui est de sortie de notre chambre pour aller dehors. Et donc là, évidemment, je regarde dans le jardin, personne, toujours personne, je fouille la maison. Et quand je monte à l'étage de la maison, là, j'ai le sang glacé et des frissons partout. Et donc pour dire que des fois, le mal veut quand même venir nous chercher. Mais attends, là, je tombe un peu de ma chaise. Ça t'arrive souvent, des trucs comme ça? C'est pas souvent, mais c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, en fait. Et là, je trouve que c'est arrivé, ouais. Mais la nuit dernière, vraiment? La nuit dernière. Ah, vraiment, là, je commence à douter qu'il y ait des hasards. Encore une fois, ton histoire, vu ce qu'elle raconte, tu viens me voir et je te parle du monde des intentions, des lois karmiques. Donc c'est vraiment pas un hasard qu'on puisse parler de tout ça aujourd'hui, je le pense pas. J'adore ton histoire. Genre, je la trouve vraiment... Et je te crois, hein, évidemment. Je crois à 100% en ta sincérité, bien sûr. Je trouve ton histoire très belle, mais aussi ta vision. Ce truc de cette entité-là, en fait, cherche à te faire rentrer dans la spirale de la peur. Et en fait, si tu rentres dans cette spirale, tu t'en sors pas. Et ça, je pense avoir déjà observé des gens qui s'étaient embarqués dans cette spirale. Typiquement, les gens qui prétendent vivre dans des maisons hantées, peut-être c'est des gens qui se sont embarqués dans cette spirale, où quand tu te fais trop affecter par la peur, après, t'as plus rien pour lutter, quoi. Exactement, et c'est... Par exemple, quand t'as des personnes qui disent à longueur de temps, moi j'ai la poisse, je suis un malchanceux dans ma vie. En fait, en le disant, ça a un impact réel sur tout le cours de sa vie. Parce qu'en se convainquant elle-même, la personne, de dire qu'elle est malchanceuse, elle le reste. C'est ça la loi de l'attraction. Alors qu'en arrivant à se convaincre sincèrement du contraire, on peut influencer notre vie de la bonne manière. Et au bout d'un moment, quand tu comprends toutes ces choses et que tu vibres plus haut, tu pourrais être un très bon soldat pour le mal. Donc c'est pour ça qu'il veut revenir te chercher. Parce que si tu appliques toutes tes compréhensions du mauvais côté, tu pourrais être un soldat super puissant pour le mal, quoi. Wow. Il y a juste un truc qui me fait un peu tiquer sur ce truc de la loi de l'attraction et tout ça. C'est que, d'accord, dire ouais, je suis malchanceux et tout, tu t'attires certainement la poisse. Ça, je veux bien le comprendre, même si moi j'ai une explication rationnelle. Pour moi, que l'explication soit rationnelle ou liée à la théorie de l'attraction et tout ça, ça revient à peu près au même. Enfin, voilà. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une limite à ça? Par exemple, quelqu'un qui se plaint pour des raisons légitimes, c'est-à-dire des raisons d'inégalité ou de violence systémique. Est-ce que finalement, la loi de l'attraction, c'est pas un peu leur dire à ces gens-là, non, ne vous plaignez surtout pas, alors qu'ils ont des raisons légitimes de se plaindre, ne vous plaignez surtout pas, vous allez aggraver votre cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le piège pour moi. C'est sûr qu'il y a toujours des raisons légitimes de se plaindre de certaines choses. Et il y en a qui sont terriblement malheureux ou qui sont touchés par des choses qui sont totalement injustes. Mais c'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'arriver à changer de point de vue, en fait. Mais est-ce que c'est suffisant dans certaines situations de juste changer de point de vue? Non, c'est pas toujours suffisant et malheureusement, il n'y a pas toujours qui se passe comme on veut. Ce que j'expose, c'est des lois et des règles qui sont pour moi réelles, mais les lois et les règles ne sont pas toujours respectées, malheureusement. Merci beaucoup, Vinny. Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais ajouter? Je pense que je me suis bien éparpillé. J'ai parlé un petit peu de tout ce qui me touche dans la vie de tous les jours, tout ce qui dirige un petit peu ma vie. Et ça a été un plaisir de pouvoir en parler un petit peu. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Vinny, d'avoir répondu à l'appel du phare. C'est quoi ton signe astrologique? Verseau. Verseau, écoute, j'espère que tu ne le prendras pas trop sérieusement parce qu'on enchaîne avec l'horoscope des enfers où chaque signe astrologique se fait consciencieusement menacer
Mais c'est de l'humour, évidemment. C'est pas quelque chose de négatif qui va faire baisser ton énergie, j'espère. Avec plaisir, je vais l'écouter. Laissons parler les astres. Quel malheur vous attend, quel démon veille sur votre destinée. Écoutez attentivement, votre horoscope infernal commence maintenant. Bélier, il n'est pas si difficile de crocheter une serrure, vous savez. Taureau, mieux vaut ne pas sortir ce soir. Un petit film plutôt, ça ne vous tente pas? Vous êtes sûr? Gémeaux, vous manquez à un ami imaginaire, il vous réclame. Cancer, si vous n'êtes pas fakir, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous l'êtes, cessez de l'être. Lion, oh c'est le signe astro de ma maman, coucou maman. Vierge, êtes-vous vraiment sûr que vous êtes bien réveillé? Balance, êtes-vous vraiment sûr que vous êtes bien réveillé? Non, je rigole, vous dormez. Scorpion, dans les jours qui viennent, vous croiserez votre sosie alambiquée. Ne l'énervez sous aucun prétexte. Sagittaire, êtes-vous absolument certain que vous êtes bien assis dans votre canapé? Capricorne, un ancêtre pourrait bien vous rendre une petite visite. Non, pas lui, cherchez plus loin. Verseau, les vampires existent. Gardez bien ça en tête. Buvez de l'eau et faites du sport. Poisson, lorsque la nuit tombera, toi aussi, pour faire jour à tes secrets enfouis. Merci d'avoir écouté les Murmures du Phare. Merci à Vinny de Urban Design à Montélimar pour ses précieux conseils et sa participation au podcast. Merci à Émile, mon ami, pour les musiques de rock que l'on entend dans le salon de tatouage. Je mets les liens de leur Instagram en description d'épisode. Merci à Cédric, Léa, Simon, Paul, Jacques et York qui ont participé à la création de cet horoscope à mes côtés. J'espère que tout comme moi, vous avez passé un moment terrible et délicieux. Si vous voulez participer au podcast, que ce soit pour me raconter vos cauchemars, vos anecdotes paranormales ou me proposer un texte de fiction, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare, tout attaché, @bricevincent.fr. Pour plonger plus profondément dans l'ombre, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si vous osez revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À bientôt.